On ne sait pas où on sera dans 10 ans, c'est un peu l'aventure et c'est plutôt le côté sympa. Je vis à Lisbonne, j'ai des clients qui sont en France, à Tokyo, à Hong Kong. Avec un téléphone, je pouvais faire ce que je voulais. Ça me permettait d'aller me mettre dans un café au pied de la Tour Eiffel et de faire mes calls. Peu d'entrepreneurs sont conscients que créer une entreprise, c'est une prise en plus. Le digital est censé nous apporter un certain côté de liberté. Un mode de vie en fait. J'ai commencé ma journée à 5h ce matin. À 10h, j'avais déjà terminé ma journée de travail. Incroyable. Monter une entreprise, c'est facile, mais c'est un piège. Tout le monde peut monter une boîte, il suffit de s'enregistrer sur Internet, c'est faisable. La question c'est, entrepreneur c'est quoi? C'est avoir une boîte avec un beau papier et un tampon, ou c'est avoir un business qui va tourner pendant qu'on fait autre chose? J'en ai marre d'être tout seul à prendre les décisions. Quelqu'un qui est pas motivé, pas autonome, tu lui dis quoi faire. T'as des coachs qui sortent de partout, qui se disent coach. Ils me disaient c'est de la merde, corrige. Mais ça c'est du training. Moi je considère que c'est du coaching tel que je l'entends. Je comprends pourquoi tu me casses les pieds autant. C'est parce que tu réfléchis en décideur et que moi je travaille pas comme ça. Ouais c'est ça. Tu penses que je suis comment? Au quotidien t'es un vrai connard. Sois honnête mais mets les formes. Dis-moi que je suis un connard, mais dis-moi que je suis Un gentil connard. Voilà. Salut les gars, un plaisir aujourd'hui de vous avoir sur notre podcast Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un que j'apprécie énormément sur le podcast. Il s'agit de Antoine Martin. Antoine qui est un associé à moi sur le podcast studio, un associé sur un autre projet où je l'ai rejoint dans le plaisir de pouvoir l'accompagner dans son développement digital de ce projet-là, mais je vais le laisser aller plus en détail. C'est quelqu'un qui a un PhD, c'est quelqu'un qui est considéré comme un docteur, c'est ça, c'est ce qu'on ça. dit, et qui, à côté de ça, de mon point de vue, est humainement quelqu'un d'extrêmement pertinent, intéressant, gentil, attentionné, bienveillant, bref, quelqu'un de bien, quoi, ce que j'aime, et qui, en plus de ça, à côté, en termes de business, est extrêmement bon puisque c'est un coach business mais spécialement sur cette phase de scaling et il a beaucoup de choses à partager là-dessus. On va y aller en français, donc ça c'est intéressant parce qu'on a l'habitude de faire des contenus en anglais ensemble et aujourd'hui full français, donc moi j'ai hâte. Antoine, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Merci pour l'intro. Ouais, un plaisir. La barre est haute? La barre est haute. Pas de pression, c'est bien? Pas de pression. Non, t'as raison. Et au final, t'as raison. On va commencer comme ça. Il faut rappeler que ici, les contenus, à savoir sur Grandir par l'entrepreneuriat, c'est des contenus beaucoup plus chill, décontractés. Là, je t'ai peut-être mis, ok, la barre haute, on va la redescendre, on va y aller tranquille. et on va parler de tout et de rien. Ça peut être, en fait, si tu veux, ça peut être entrepreneuriat, ça peut être développement personnel, ça peut être des anecdotes. Je sais que t'es excellent en anecdotes. Moi, j'adore tes anecdotes à chaque fois. Et c'est l'idée parce que ça permet en fait à tout un chacun de pouvoir comprendre des choses en dehors du contexte habituel et de les voir de manière différente. Donc, d'apporter un point de vue beaucoup plus, même souvent, sur les échecs. Moi, j'aime beaucoup donner cet accent sur les échecs et les choses qui ont été dures pour nous en tant qu'entrepreneurs parce qu'on a besoin de passer par là. Et c'est souvent ces étapes-là et ces moments-là qui sont en fait au final beaucoup plus révélateurs sur ce qu'on fait derrière. Donc, ouais, je vais te laisser peut-être à tes mots te présenter succinctement, tel que tu l'entends, et puis je te ferai rebondir en fonction des sujets ou d'autres au fur et à mesure. Alors, profil atypique, qui ressemble pas à grand-chose, parcours plutôt international avec relativement peu de temps passé en France d'un point de vue carrière en fait. Puisque je suis parti en Angleterre faire mes études parce que la France me convenait pas. Je suis revenu un petit peu en France et puis ça me convenait toujours pas non plus après mes études. Et je suis parti vivre en Angleterre, à Hong Kong, maintenant à Lisbonne où on est là. Donc plutôt atypique par rapport à l'ensemble. Tous les pays, on bouge pas Londres, mal. Hong Kong, Lisbonne. Voilà, et on sait pas où on sera dans 10 ans. Donc c'est un peu l'aventure et c'est plutôt le côté sympa. Et puis, chercheur, prof de droit dans une autre vie, devenu business coach et facilitateur de scale, entrepreneur, avec des business qui tournent autour de l'accompagnement d'entrepreneurs, soit des entrepreneurs qui ont des équipes et qui tournent avec des sociétés qui tournent, soit des entrepreneurs qui veulent se lancer et qui ne savent pas nécessairement par où commencer et quels sont les pièges qu'on peut éviter. Et puis, ce magnifique studio de podcast dans lequel on se met à travailler depuis quelques temps aussi. Donc, plein de projets. Plein de projets, exactement. Et je pense que, justement, le studio podcast, c'est un des projets sur lequel c'est différent de ce qu'on peut avoir à connaître auparavant, parce que là on est sur quelque chose de physique. Je pense que toi pareil, on n'a jamais développé à proprement parler un business qui accueille des clients de manière physique, récurrente, tous les jours, voilà, dans une constance. Donc c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on a pu connaître, et pour autant
toi, tu es aussi quelqu'un qui n'a pas spécialement développé des choses en digital jusque-là. Et ça, c'est intéressant parce que je sais qu'on se met à travailler aussi ensemble pour cette raison. Et j'aimerais bien que tu donnes un retour aussi sur ce segment-là, sur le côté un peu digital, comment toi tu le percevais, tu le perçois, et comment aujourd'hui bah, tu te dis, ok, on va dans la bonne voie ou non, et quelle a été ton évolution de pensée justement par rapport à ça? Pour moi, le digital, il a deux connotations ou deux sens. Euh, je vis à Lisbonne, mes clients ne sont pas à Lisbonne. Ok. Donc je travaille en ligne. Mhm. J'ai des clients qui sont en France, qui sont à Los Angeles, qui sont à Tokyo, à Hong Kong, Dubaï. Je fais tout depuis un téléphone. Covid a été assez intéressant pour ça parce que je devais partir 3 semaines en France pour Noël. J'y suis resté 5 mois Hmm. parce qu'il n'y avait pas d'avion pour rentrer à Hong Kong, tout bêtement. Ça n'a rien changé parce que avec un téléphone, je pouvais faire ce que je voulais. Ça me permettait d'aller me mettre dans un café au pied de la Tour Eiffel et de faire mes calls comme si de rien n'était en fait. Donc le digital, c'est un peu le côté nomade à la base. La deuxième chose, c'est le fait de dire que ce qu'on fait au téléphone, ce qu'on fait en visio avec quelqu'un, euh, c'est pas scalable. C'est pas scalable, si on essaye de le dire en français. C'est pas, on peut pas le mettre à l'échelle. J'ai pas vraiment de traduction en français qui me convienne, donc je parle de scale-up. Ouais, non, mais Et, je pense que c'est compréhensible pour les Français aussi. voilà, donc de scale-up. Et donc le digital devient une manière de passer à du scale-up parce qu'on n'est plus en train de passer son temps à faire quelque chose de répétitif avec quelqu'un de différent. On peut communiquer, partager, mettre à disposition des infos, des insights, des outils, des astuces, plein de choses. On les enregistre, on les met à disposition et on casse les prix, forcément. Et donc on met vraiment les choses au niveau des gens qui veulent pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est la deuxième définition du digital pour moi. Ok, donc Donc il y a une partie qui est du digital qui arrive après la deuxième. ouais, c'est ça. Donc, ok. Donc, ouais, le côté liberté, en fait, et ça, je pense que c'est intéressant parce que beaucoup d'entrepreneurs, pour rebondir dessus, mais pas tellement, et en même temps ouvrir sur autre chose, beaucoup d'entrepreneurs pensent que, entre guillemets, créer une entreprise, ça va être tout beau, tout rose, etc. Et en fait, peu d'entrepreneurs sont conscients que créer une entreprise, c'est une prison. On se crée une belle prison potentiellement si on bosse bien, ou une prison qui est plutôt compliquée à vivre si c'est compliqué et si c'est une activité qu'on n'arrive pas à faire décoller. Mais surtout, en fait, la finalité, c'est que, comme tu l'as dit, le digital est censé nous apporter un certain côté nomade, un certain côté, je dirais, de liberté. En tout cas, moi, c'est la valeur que j'aime beaucoup. Et là, ici, bah, toi, tu la vois comme ça, en fait. Le fait de se dire, le digital est là, mais il est là, et il est pertinent que s'il t'apporte cette liberté, au final. Le digital devient, enfin en ce qui me concerne, le digital devient un mode de vie en fait. J'ai commencé ma journée à 5 heures ce matin pour avoir un call avec un client à Tokyo. À 10 heures, j'avais déjà eu Tokyo et Hong Kong au téléphone. J'avais déjà terminé ma journée de travail. Incroyable. Et après, on enchaîne sur autre chose. Mais est-ce qu'on peut parler, justement, parce que tu as dit, j'ai terminé ma journée de travail sur ce business-là. Ouais. Incroyable. Et est-ce que tu peux dire justement le business model que tu as derrière ce, ce, ce- ce confort de travail? Parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce business model a évolué au fil du temps. Et comment est-ce qu'on peut estimer que ce soit possible à 10 heures du matin? Bon, parce que tu as un marché asiatique aussi, mais à 10 heures du matin, tu as fini ta journée. Et la réalité, c'est que tu as plutôt bien gagné de ta vie pour les 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures que tu as passé à faire des calls jusqu'à 10 heures. Alors déjà, la première chose, c'est que mes clients sont en Asie Mm. ou aux États-Unis ou en Europe, mais pas là où je suis. Donc je suis obligé de me lever tôt pour pouvoir être disponible aux heures où mes clients sont disponibles. Ouais. Donc fatalement, ça oblige à commencer tôt. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à caser 3, 4, 5 heures de travail en commençant très tôt le matin et du coup on peut avoir fini sa journée du coup très tôt. Ça c'est juste en regardant la montre. Après c'est une question de modèle, c'est-à-dire que on travaille dans un système dans lequel on n'a pas besoin de vendre son temps.
Alors oui, on vend son temps dans une certaine mesure, puisqu'on passe 1 heure, 2 heures avec des clients au téléphone, donc fatalement, il y a une notion de temps. Mhm. Mais on a un business model en tant qu'accompagnateur de dirigeants qui fait que on va travailler sur du long terme avec les gens. On va mettre leur carte bancaire en automatique et on va prélever tous les mois les cartes bancaires. Donc on va pas passer du temps à faire de la relance, des choses comme ça. Donc on va gagner du temps. Mhm. Et puis on va avoir un modèle d'affaires qui va nous permettre de savoir que notre cash flow, il est notre flux de trésorerie en français. Pardon, j'ai tendance à Ouais, mais mélanger un peu les deux. cash Mais flow, il faut que les gens retiennent en anglais aussi. cash flow, flux de trésorerie, on peut l'anticiper sur 1 an, sur 2 ans, parce qu'on connaît nos clients et on sait qu'on va les garder longtemps. Donc ça nous permet de dire, bon, bah, en fait, oui, on a besoin de travailler un nombre limité d'heures, parce qu'en fait, on a un chiffre d'affaires qu'on arrive à anticiper et on sait qu'on n'a pas besoin de passer des journées à faire 6 heures, 20 heures pour payer les factures, dans la mesure où on a une offre qui crée de la valeur pour nos clients et que ils sont d'accord pour nous payer ce qu'on leur demande avec des tickets qui sont significatifs. Donc en fait, quand on arrive à avoir un modèle qui nous permet de faire moins d'heures et de bien facturer les heures qu'on fait, c'est beaucoup plus simple. Ça revient à dire, si on veut gagner 100 balles, mais qu'on doit trouver 100 personnes à 1 euro, c'est beaucoup plus difficile que s'il en faut 2 à 50. Exactement. C'est la même logique. Et je pense que c'est intéressant parce que du coup, on entre dans une logique d'accessibilité et facilité de scalabilité sur ce business model-là, puisqu'en fait, tu as juste à augmenter le flux entrant de potentiels clients, les closer bien sûr, et ça y est. Après, ça rentre dans l'écosystème et bah, ça roule, parce que c'est un écosystème qui est déjà en place. Ouais, on travaille récemment, on a beaucoup travaillé sur le fait de développer l'équipe. Parce que je perds le sens de ce que je viens de dire si je me mets moi-même à travailler avec tous les gens qui rentrent dans le flux, en fait. Exactement. Donc il y a un moment où, effectivement, il faut accepter de gagner moins, parce que je pourrais gagner plus en prenant davantage de clients, mais j'ai un intérêt pour économiser mon temps et me permettre de travailler sur les éléments scalable de mon business. J'ai un intérêt de dire, là, je ne vais pas prendre ce client-là moi-même, je vais l'envoyer vers quelqu'un d'autre qui va faire de l'argent, mais moi, je vais pouvoir travailler sur ce qui va permettre de gagner de l'argent à plus long terme. C'est ça. Donc, on couvre les bases. On a des clients qui sont à nous, avec lesquels on travaille. On a des clients qui rentrent, qu'on renvoie vers les collaborateurs du réseau. Et puis, progressivement, on développe quelque chose qui va tourner en roue libre de plus en plus. Et je mets un accent. Ces personnes que vous renvoyez aux partenaires du réseau, évidemment, vous leur envoyez le client, mais vous gardez une partie du contrat, puisque c'est vous qui avez apporté le client. Oui, c'est de l'apport d'affaires. C'est ça. Mais c'est la logique on revient à la logique de scale. La logique de scale, c'est dire comment est-ce qu'on fait pour développer un business, développer une entreprise, en ayant une organisation qui va nous permettre de rendre cette entreprise durable. Donc si je suis mon propre business, on parlait tout à l'heure je reviens à ton premier point qui était être entrepreneur, monter une entreprise, c'est facile, mais c'est un piège. Oui, c'est un piège. Tout le monde peut monter une boîte, il suffit de s'enregistrer sur Internet, c'est faisable. On peut être entrepreneur en s'enregistrant sur le site de l'auto-entrepreneur. On est auto-entrepreneur, on est entrepreneur. La question, c'est entrepreneur, c'est quoi? C'est avoir une boîte avec un beau papier et un tampon, ou c'est avoir un business qui va tourner pendant qu'on fait autre chose? Exactement. Voilà. Et donc, c'est un peu provocateur, parce qu'il y a plein de gens qui vont entendre ça en disant non, mais moi, mon business, il tourne pas sans moi, mais je suis entrepreneur. Ouais, ok. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir à comment on peut modifier ce business qui ne tourne pas sans nous pour le faire évoluer de manière à avoir une organisation, un modèle d'affaires, une équipe qui vont pouvoir prendre en charge un certain nombre de choses pour que nous, on puisse s'occuper d'autres choses. Ouais. Et ça on en parlait lors d'un échange aussi en anglais. Il faut devenir il ne faut plus être indispensable, mais il faut devenir inutile dans son propre business pour arriver à un point où le scaling a marché, quoi. Il faut devenir redondant. Redondant, c'est ça le mot. Il faut devenir redondant, et j'avais cette discussion ce matin encore avec un client. Il y avait un sujet de oui, mais personne ne fait ce boulot pour le moment, c'est compliqué, on n'a pas le temps de le faire. Et ben, c'est pas compliqué, on invente Roger.
Ah bah alors, qui c'est Roger? Qu'est-ce que tu racontes encore? Eh ben, Roger, c'est moi en numéro 2. Là, tout de suite, c'est dédoublement de personnalité. Attention, ça cloche un peu là-haut. Mais on a une deuxième version de moi à laquelle on va attribuer un rôle spécifique, le développement commercial, la compta, ce qu'on veut. Et pour le moment, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais avoir le chapeau, la casquette de Roger. Mais au fur et à mesure qu'on va pouvoir documenter tout ce qui va rentrer dans le périmètre de Roger, on va définir le profil de Roger, et quand on va avoir les moyens de pouvoir le recruter, on aura déjà le poste qui sera prêt. Donc on peut anticiper ces choses-là, en fait. Donc ça, c'est préparation de process pour anticipation de recrutement d'un profil potentiellement un player sur ce domaine-là, quoi. Ouais, et puis le premier, c'est les ventes. Mm. On a toujours Ouais. tendance à se dire qu'on va recruter une assistante, un assistant pour faire ci, pour faire ça. On va recruter quelqu'un pour faire de la compta parce qu'on n'aime pas la compta et que ça va nous faire économiser du temps et tout. Alors que la réalité, c'est que souvent, c'est les ventes qu'il faut commencer par développer, parce que la compta, on peut continuer à la faire tout seul et à supporter son comptable qui, par ailleurs, est charmant. Mais les ventes, on peut pas. Enfin, c'est les ventes qui vont conditionner les choses. On a une définition, nous, qu'on aime bien, qui est de dire que quand on parle de scaler une boîte, le business, c'est les ventes fois l'organisation. Business et les ventes fois l'organisation. C'est Ok. pas les ventes plus l'organisation, c'est fois l'organisation. C'est un multiplicateur. Plus l'organisation est bonne, plus elle vient multiplier le scaling de ta société en gros, et ramener du business. Voilà, mais c'est aussi le fait que si l'un des deux éléments est à zéro, l'ensemble est à zéro. Ouais. Donc on peut avoir beaucoup de ventes, mais pas d'organisation, ça vaut rien du tout. On peut faire soi-même beaucoup de ventes, très bien, on a un compte en banque qui est rempli, mais on ne peut pas le vendre. On ne peut pas le revendre à quelqu'un d'autre. Et si demain on se casse une jambe ou on rencontre un bus d'un peu trop près, ben c'est bien, on a fait de l'argent, mais ça vaut plus rien. On peut plus rien en faire. Puis ça ne peut pas être vendu puisqu'il n'y a qu'une prise de position qui est possible, puisque la personne qui faisait cet argent n'est plus là. N'est plus là. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'on voit très couramment avec des entrepreneurs qui sont tout seuls, voire ils ont justement une assistante et un comptable, et donc ils ont l'impression d'avoir une équipe. Sauf que quand ils disent j'ai besoin d'argent, les investisseurs disent je vais pas mettre un copec dans ta boîte parce que tu es tout seul. Mais non, je viens de te dire que j'ai une assistante et un comptable. Non, tu es tout seul parce que la matière grise elle est dans ta tête, le business model il est dans ta tête, la capacité à délivrer c'est dans ta tête, donc tu es tout seul. Donc personne n'investira là-dessus. Donc il y a un vrai enjeu à réfléchir en termes de vente fois organisation, en disant que si bon, il y a un minimum d'organisation, ça va être vente fois 1, ok, pas 0. Mais dès qu'on va commencer à augmenter la capacité d'organisation de la boîte, on va pouvoir avoir un effet multiplicateur sur les ventes, ne serait-ce que parce que plus de ventes vont pouvoir être managées sans faire couler la boîte. Donc il y a un moment où c'est des vases qui vont communiquer, et puis plus on va pouvoir jouer sur cet effet multiplicateur, plus on va valoriser la société. Et donc, ouais, question de balance entre cette notion d'organisation et génération de business, quoi. Ouais. Sinon, on rentre dans ce jeu du piège dont tu parlais. Et c'est souvent un piège. Il y a beaucoup de gens qui disent le boulot, il y en a jusque-là, il y en a marre, je suis tout seul, il y a un plafond de verre, si je fais pas quelque chose, je vais craquer. Mais c'est des choses qu'on entend tous les jours. J'ai comment on dirait ça en français? Decision fatigue. J'en ai marre d'être tout seul à prendre les décisions. Ouais, c'est ça. Si c'est pas moi qui bouge, personne ne le fait. Ouais, le problème, c'est que c'est ton boulot de faire bouger les gens. Donc, qu'est-ce que tu fais pour faire bouger les gens pendant que toi, tu peux faire autre chose? Ça, c'est une bonne question. Ah oui. Et ça, c'est comment dire, les actions de tous les jours que tu as avec tes clients, en fait, au final. Et tu dois les bousculer. Et ça c'est un élément qui est important. Et je pense que la manière dont tu te décrivais, moi, j'aime beaucoup, mais tu viens, en fait, donner des coups de pied au cul aux clients. Et je pense que c'est ce qui manque maintenant dans le coaching de nos jours. Et toi, tu es vraiment venu sur le marché de manière un peu disruptive, en mode les gars, vous connaissez le coaching, bah nous on n'est pas tellement des coachs, on est plus des qui cassent peu cher, quoi. En fait, le coaching, c'est une méthode qu'on utilise au milieu des autres. Donc, ça s'appelle du leadership situationnel. Il y a un nom barbare pour ça, ça s'appelle comme ça. Ça veut dire que selon le degré d'autonomie des gens dans une équipe et leur degré de motivation, tu vas les gérer de manière différente. Quelqu'un qui n'est pas motivé et pas autonome, tu lui dis quoi faire. Donc, tu es le manager, le boss, bon, ok.
Quelqu'un qui va gagner en motivation, mais qui n'aura pas encore l'autonomie, tu vas le coacher. Donc tu vas le pousser, lui donner des billes, lui demander comment il pourrait améliorer ci et ça. Et puis de temps en temps, tu vas lui suggérer un peu comment il pourrait faire s'il n'a pas eu son idée lui-même. Mhm. Quand il va avoir gagné à la fois sa motivation et son autonomie, tu vas le mentorer. Donc le coaching, il disparaît. Ça passe à du mentoring. La différence, c'est que le coach va parler à son client, là où le mentor va parler avec son client. Le coach va être un peu face à toi en te disant hey, tu fais quoi réveille-toi. Le mentor va être derrière à te taper sur l'épaule en disant vas-y, avance, je suis derrière. Donc, selon la courbe d'évolution des gens dans l'équipe, tu vas être tantôt manager, gestionnaire, ce que tu veux, puis coach pour essayer de les bousculer un peu, puis mentor pour leur montrer qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis tu passes à du leadership après, en donnant les grandes directions et en invitant les gens à prendre le lead en fait. Et quand les gens qui n'avaient pas la qualification et pas la motivation ont été coachés, puis mentorés, puis prennent le lead dans leur propre équipe, tu as fait ton boulot. Exactement. Mais on peut arriver là que si on accepte de sortir du cadre de coach. C'est un peu comme à la fac de droit, on m'a toujours dit tu feras tout avec du droit. Le droit mène à tout. Mais jamais personne m'a expliqué à condition que tu arrêtes d'essayer d'en faire. Et ça, c'est la clé, c'est que tu vas à tout avec du droit parce que c'est une logique et ci et ça, mais à condition d'arrêter d'essayer d'être putain de juriste. Excuse my French. Mais c'est le jeu. Et le coaching, c'est pareil. Tant qu'on se contente d'être coach, eh ben on pose des questions et on pose des questions. Mais du coup, c'est l'idée de... Mais alors, ne penses-tu pas que peut-être il y aurait moyen de faire autre chose pour que ça fonctionne mieux? Ou bien il y a la version, t'as pas l'impression que ça déconne? Où c'est très clair et on aime bien. Donc il y a une version où tu vas poser des questions pour essayer de pousser les gens à trouver leur réponse au rythme qu'il faut. Puis il y a une version où tu leur mets avec bienveillance, mais une tape sur l'épaule en disant maintenant, il faut bouger. Donc on parle, nous, de coaching parce que c'est un mot qu'on comprend facilement, mais c'est vrai qu'en réalité, on a dépassé les limites du coaching depuis un moment. On a des coachs qui nous disent qu'on n'est pas des vrais coachs. Bah, on dit oui, on n'est pas des vrais coachs, on assume le fait. Si vous voulez vous plaindre, plaignez-vous, écrivez juste bien notre nom, ça c'est sympa. Mais pour le reste, on assume parfaitement d'être des facilitateurs, des provocateurs. Mais c'est pour ça qu'on fait le boulot qu'on fait. Ouais, mais ça prend sens aussi. Et je pense que ce métier du coaching, on le voit encore plus de nos jours. On a un marché où tu as des coachs qui sortent de partout dans des domaines divers et variés, alors qui ont un intérêt, hein, attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement nuls, mais qui se disent coach, alors que dans les faits, ils n'ont pas la nature d'apporter la vraie valeur aux gens et font office avec les fameuses questions, comme tu présentais avec un exemple très bien donné. C'est des questions où en fait, tu remues pas la personne en face et tu l'aides pas réellement, en fait, dans le fond, de mon point de vue en tout cas. Et c'est vrai qu'on a besoin de personnes qui viennent bousculer, quoi. Moi, je sais que les coachings que j'ai faits, c'est des coachings opérationnels. C'est-à-dire que c'était des coachings où en payant une prestation à un gars, le gars était avec moi à côté et on faisait les choses et on avançait. Moi, j'apprenais, je savais faire, je faisais mes erreurs. Il me disait c'est de la merde, corrige. Et voilà. Mais ça, c'est du training. Mais c'était un coaching. Moi, je considère que c'est du coaching tel que je l'entends, mais c'est un training. Je suis d'accord avec toi. Mais j'utilise le terme coaching parce que pour moi, le coaching devrait ressembler à ça. Ce que tu fais toi aussi aujourd'hui, en fait, Oui, indirectement. c'est une idée de coach en mode coach d'équipe de rugby à l'américaine. Exactement. Voilà. Mais là où les coachs qui sont formés pour être coach, encore une fois, c'est hey, les mecs, vous pensez pas qu'il faudrait peut-être courir par la gauche plutôt si vous avez le temps? Non, ça marche pas comme ça. C'est les gars, allez à gauche, il y a un trou. Voilà. Point. Terminé. Non, mais c'est là où c'est pertinent. Et je vais basculer vers un autre segment et un autre point, justement sur cette partie coaching, et aussi un élément qui est hyper important sur lequel toi tu pratiques beaucoup, parce qu'on a beaucoup échangé dessus, c'est le côté communication au sein des équipes. Ouais. J'aimerais bien que tu donnes ta vision par rapport à ça et comment tu viens, pas solutionner, mais comment tu viens travailler là-dessus avec tes clients et quelle est la problématique que tu ressors le plus dans ces sociétés qui veulent justement scaler leur activité?
La problématique qui ressort le plus, c'est que les gens ne savent pas communiquer les uns avec les autres. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas. Euh, et la raison pour laquelle ils savent pas, c'est que personne leur a appris. Euh, Quand on est à l'école, on est, on a une étiquette sur le front. Lui, c'est le calme au fond de la classe. Lui, c'est le bruyant au fond de la classe. Lui, c'est le gentil élève. Lui, c'est le pénible. Lui, c'est le bavard. Lui, c'est le cancre. Il y a toujours un truc. Et les étiquettes sont souvent négatives, en fait. C'est négatif d'être calme au fond de la classe. On a l'impression qu'il s'en fout. Alors qu'en fait, il est calme au fond de la classe parce que peut-être qu'il voit pas bien et que de loin, il voit mieux et qu'il a une vue d'ensemble et qu'il aime pas être juste devant parce qu'il est pas à l'aise. Il y a plein de raisons, en fait. Hmm. Donc, si au lieu d'avoir un jugement sur la manière dont les uns et les autres se comportent et de les pointer du doigt, on accepte le fait de dire que chacun se comporte à sa manière et qu'il y a peut-être un intérêt à réfléchir à comment il se comporte pour le comprendre et se mettre à son niveau et adapter notre propre communication à la sienne, alors on arrive à quelque chose. Et en fait, euh, bon, ça c'est facile à dire quand on connaît, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'en fait, on réfléchit tous et on agit tous avec des manières qui nous sont propres, mais par rapport à des, comment dire, des patterns, des tendances qui vont rester communes. Euh, donc quand on peut comprendre quels vont être des gros traits de caractère majeurs de un tel ou un tel, on peut s'adapter. Donc nous, on a des méthodes qu'on utilise qui vont nous permettre de poser des questions très simples à quelqu'un quand on va travailler avec lui pour être en mesure de dire, eh ben, voilà, selon les réponses qu'il va faire, typiquement, ses priorités vont être 1, 2, 3. Peut-être que ça ne sera pas 1, 2, 3, peut-être que ça sera que 1 et 2, ou peut-être que ça sera que 1. Mhm. Peut-être que quelqu'un va être ultra décisionnel, il veut juste décider. Il veut que les autres fassent. Peut-être que quelqu'un va être décisionnel, mais très bon communicant. Il veut pas juste que les autres fassent, il veut que les autres comprennent avant de faire. Ce qui n'était pas le cas du premier, il voulait juste que les autres fassent. Il y a des gens qui vont pas du tout vouloir décider. Ils vont être très contents de soutenir quelque chose qui est déjà en place. Et il y a des gens qui vont réfléchir en disant moi, tout ça, je m'en fiche, je veux juste communiquer, créer des relations avec les uns et les autres. Quand on met tous ces gens-là dans la même pièce, bah, ils ne se comprennent pas. Hmm. À moins qu'on leur donne les clés. C'est pour ça que quand on va avoir regarde, la dernière fois que tu as fait un événement de groupe, un training de groupe, quand quelqu'un dit alors maintenant vous allez le traîneur dit maintenant vous allez travailler là-dessus, tu en as toujours un qui dit est-ce qu'on peut travailler en groupe? Et puis il y en a toujours un qui dit oh non, s'il vous plaît, laissez-nous travailler seul. Et ben voilà. Donc tu as les gens qui vont être introvertis, les gens qui vont être extravertis, ceux qui veulent travailler à plusieurs, ceux qui vont prendre le lead, ceux qui ont besoin de réfléchir d'abord dans leur tête avant de pouvoir parler avec les autres. Donc la communication d'équipe, elle est ultra importante. Un exemple, c'est un DRH qui nous appelle un matin en disant j'ai ces deux-là, là, ils se travaillent en face l'un de l'autre, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, ils sont en face l'un de l'autre depuis 6 mois, ils se prennent le bec, ils ne veulent pas se parler, fais quelque chose. Et ben, nous, connaissant les profils de l'un et de l'autre, on sait qu'ils ont tous les deux, par exemple, un profil à vouloir décider, mais il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, donc ils ne peuvent pas décider, donc personne ne va lâcher quoi que ce soit. Et ben, on les appelle, on voit lequel des deux est le plus prêt à décider, et puis celui des deux qui est le plus... Pardon, pas décider, se remettre en question. Celui des deux qui est le plus prêt à se remettre en question, on lui dit, mais alors à ton avis, compte tenu du caractère de la personne qui est en face de toi, qu'est-ce qui va se passer? Et alors il va réfléchir, puis il va dire, bah, on va aller nulle part. Donc, si tu vas nulle part, comment tu peux résoudre ce problème? Ben, je vais mettre du vin dans l'eau. Quand est-ce que tu mets du vin dans l'eau? Maintenant. Quand est-ce que tu l'appelles? Je vais le faire tout de suite. Donc, on raccroche, il appelle son collègue qui est à distance. 2 heures plus tard, on a le DRH qui nous rappelle en disant, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ils sont au téléphone depuis 1 heure et ils ne se lâchent plus. Et ben, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a joué sur les filtres en fait, de communication et qu'on les a poussés à se parler en leur expliquant les filtres. C'est super important. Et donc ils ont compris, et parce qu'ils ont compris, ils ont réussi à se comprendre finalement. Ils ont réussi à se comprendre. On a fait ça récemment avec Sam, qui est l'un de nos associés à Hong Kong, dans une banque, où au très haut niveau de la banque, tout le monde a des responsabilités, des caractères très différents. Et ben, on a mis des petits rubans de couleur sur la veste de chacun, en fonction de leur caractère. Et là, il y a eu comme une illumination.
avec les uns et les autres qui disaient « Mais en fait, je comprends pourquoi tu me casses les pieds autant. C'est parce que tu réfléchis en décideur et que moi, je travaille pas comme ça. » Et l'autre dit « Bah ouais, j'avais pas compris que tu travaillais pas comme ça, parce que pour moi, c'était normal. Donc maintenant, on met de l'eau dans son vin et la communication, elle est boostée. » Magnifique. Et ça, donc là, tu as donné un exemple en plus en banque, donc c'est vraiment intéressant. Ça, je sais que vous travaillez sur tout type de clients. Ça peut être voilà, des multinationales, des banques, des gros groupes, tout comme des entreprises un peu plus PME, etc. Et en fonction, j'imagine, donc du coup, évidemment, de la cible, de l'entreprise, tu vas adapter ta pratique. Et quel est l'outil principal dont on pourrait partager là aux personnes qui nous regardent pour améliorer les communications entre personnes? Alors, qui peut être exploité, attention, à une échelle si on a une entreprise qu'on scale, mais qui peut être utilisé aussi par monsieur et madame tout le monde, qui peut-être est salarié et peut-être dans son écosystème ne comprend pas pourquoi est-ce que ils n'arrivent pas à communiquer les uns les autres. Qu'est-ce qu'on peut partager là aujourd'hui comme outil qui peut déjà leur aider dans les grandes lignes à comprendre et à se mettre à la place peut-être de l'autre? Il y a un outil que j'aime bien, c'est un jeu que je fais avec des profils très variés. C'est un jeu dans lequel on cherche les angles morts. Donc, on se pose, on joue avec des post-it sur une table. Alors, la règle, c'est un post-it, un marqueur et un mot par post-it. On ne se met pas à faire des tirets et des trucs illisibles sur un post-it pour gagner de la place. Le but du post-it, c'est de pouvoir dire, on le voit de loin. Et une info dedans, quoi. Une info, une idée, pas 35 mots, écrit au marqueur en gros. On peut le poser sur le mur et le voir de loin. Comme ça, quand on prend du recul, on voit, physiquement. Bon. Les angles morts, c'est un jeu qui est intéressant parce que les angles morts, c'est très simple. Tu prends tes mains, tu les mets derrière tes oreilles, tu les vois pas. Non. Tu tournes ta tête, tu les vois toujours pas. Parce qu'elles suivent. Parce qu'elles suivent le mouvement de ta tête. C'est comme dans une voiture. Par contre, les angles morts, dès qu'on les met devant les yeux, on tourne la tête. Si on décide de ne pas les voir, on les verra pas, c'est sûr. Mais par contre, on peut pas les rater, en fait. Ils sont là. Ils sont là. On décide d'en faire ce qu'on veut. Donc, il y a un jeu qui vise à dire, si vous voulez avancer dans ce que vous faites, cherchez vos angles morts. Et la meilleure solution, c'est de commencer à parler avec les gens qui sont autour de soi en disant « Comment tu me perçois ?» Est-ce que je suis long au démarrage? Est-ce que je suis un casse-pied de première? Est-ce que je suis toujours sur ton dos? Est-ce qu'au contraire, je devrais être plus dans l'anticipation? Est-ce que je communique assez? Qu'est-ce qu'il y a que je fais qui fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a que je fais qui t'énerve, qui ne fonctionne pas? Il faut poser la question. Et dès qu'on explique aux gens dans quelle démarche on est, pourquoi on essaye de comprendre les choses, et puis qu'on leur dit « parle-moi, explique-moi », et ben les angles morts, on les fait passer petit à petit devant les yeux. Et ils apparaissent. Enfin, en tout cas, leurs collègues ou leurs partenaires ou leurs collaborateurs leur partagent ces fameux angles morts, petit à petit. Et ça, c'est un jeu qu'on peut faire pour la communication personnelle et en équipe, mais on peut faire ça sur plein de sujets. On peut faire ça sur nos compétences, sur nos qualités, sur nos ambitions, sur... Peut-être dans plusieurs cadres aussi. Certes, le cadre pro, mais le cadre perso avec les amis, peut-être le cadre aussi de couple. Bien sûr. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça permet de réaliser qu'il y a des choses que les autres voient que nous, dont on n'est pas conscient. Il y a des choses que les autres ne voient pas parce qu'on les cache très fort. Oui, ça paraît simple ce que je dis, mais il y a quelques années de travail derrière. Voilà. Donc quand je l'explique, j'essaye de faire en sorte que ça soit simple. C'est pas pour ça que derrière, j'ai cogité pendant un moment à me dire comment est-ce que je peux amener mon idée. Ça s'appelle la façade. C'est-à-dire que la zone qu'on essaye de cacher pour donner l'impression que c'est fluide et que c'est facile, c'est tout ce qu'on met en façade. On essaye de construire un bâtiment autour de nous, des échafaudages, tout ça. Les gens vont voir les échafaudages. Derrière, c'est le bazar. C'est un immeuble en construction. Il n'y a pas de doute. Mais c'est ça le jeu. Ok. Et donc, pour résumer, parce que j'ai envie que ce soit clair pour les personnes aussi qui regardent, qui se disent ok, demain je peux l'appliquer, ou même aujourd'hui, et j'invite forcément aujourd'hui à commencer, c'est poser. Alors, je le fais comme s'ils n'avaient pas de post-it, parce que toi, c'est vrai qu'il y a une matérialisation sous forme de post-it, mais poser la question quels sont donc du coup vos angles morts aux personnes qui sont proches de vous, autour de vous, si c'est un cadre perso, pro, privé, intime, peu importe la question du sujet. Posez la question à la personne en question, plus vous avez de retours, plus vous verrez objectivement aussi ces retours-là et plus vous comprendrez ces fameux angles morts, j'imagine. Notez-les.
Je pense que ça, ce sera très pertinent. Et Tous les qu'ils post-it. prennent, donc sur des post-it, ou en tout cas quelque chose de très lisible, où ils peuvent prendre du recul physiquement pour le lire. Et ensuite, bah, il faut qu'ils comprennent aussi ce qui a été noté et pourquoi comment est-ce qu'ils Ouais, et il y a ressortent un, ça, ils impactent ça. ouais, et il y a un autre point qui est aussi d'accepter le retour. Ah, oui, Et c'est très important parce que si on va voir les gens en disant dis-moi ce que tu penses et que les gens ils nous disent ce qu'ils pensent, il y a des gens qui n'ont pas de filtre, hein. ouais. Moi, je travaille avec des gens qui n'ont absolument aucun filtre. Tu penses que je suis comment? Oh, t'es un connard. Ah, d'accord. Non, mais c'est ça. Non, mais au quotidien, t'es un vrai connard. Tu parles mal aux gens, tu te comportes pas bien, on te demande un truc, tu le fais pas, t'es toujours sur notre dos, t'es toujours ultra critique. Et si Ok, t'es pas prêt à j'avais pas l'entendre. anticipé ce genre de retour. Là, c'est un peu direct quand même ton truc, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il faut être, Prêt à faut entendre. être prêt à entendre. Ça sert à rien d'y aller en se disant tiens, ils vont m'envoyer des fleurs. Mhm. Non, 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 il faut faire l'exercice si on est prêt à entendre les choses. Surtout qu'on parle d'angle mort. Donc de base, on est allé demander ce qui peut ne pas correspondre, ne pas plaire, ne pas. Donc c'est forcément quelque chose qui va être dur à entendre. Et des fois, il y a des bonnes surprises. Des fois, il y a aussi des bonnes surprises parce qu'il y a des gens qui disent je te vois comme ça et on se dit ah bah, c'est marrant parce que je m'étais pas du tout vu comme ça. Je te donnerai un exemple après. Le deuxième point avant d'arriver à l'exemple, c'est de dire donc il faut être prêt à accepter. Et deuxièmement, il faut accepter aussi les perceptions. Mhm. C'est-à-dire que la perception de l'autre, on peut ne pas être d'accord, mais elle est quand même vraie parce que c'est lui, c'est sa réalité. C'est comment il le sent et ressent. Donc ça veut dire que quand on fait cet exercice-là, il faut pas chercher à se dire ah bah non mais il est pas sympa, il m'en a mis plein la gueule. Non non, c'est pas ça. C'est il te perçoit tel quel. Tu lui as demandé son avis, il te perçoit comme ça. C'est pas une question de jugement de valeur, il te perçoit comme ça. Accepte-le. Tu peux ne pas être d'accord, dans ce cas-là tu mets une réserve, tu fais ce que tu veux pour être confortable avec, mais il faut accepter que la perception de la personne d'en face, elle a une dose de réalité. Donc c'est des deux côtés. C'est accepter soit ce qui va être dit, mais accepter que ce qui est dit par l'autre, c'est sa vérité. Ouais. Et à partir de là, on fait un mélange entre les deux. Donc lui, il me perçoit comme ça. Ok, bon, mais c'est que dans un cadre professionnel et je dois mettre une casquette de boss, donc c'est pas comme ça que je suis dans la vie de tous les jours, blablabla. Bla, bla. Ok, donc on arrive après à ajuster le tir, à garder le côté constructif de la chose et mettre de l'eau dans le vin. On arrive à la conclusion qu'on veut, mais c'est important de pouvoir faire ce mélange-là. Quant à l'exemple sur les côtés positifs, j'ai fait cet exercice avec un client qui était avocat très haut niveau dans son industrie, pas juste dans sa boîte, dans son industrie. Et ce qui était ressorti de la discussion sur les angles morts, c'était que on n'est pas surpris, enfin nous on n'est pas surpris, un avocat qui dirige un cabinet d'avocats, c'est un entrepreneur avant d'être un avocat. Exactement. Et donc, en tant qu'entrepreneur qui dirige un cabinet d'avocats, il a besoin de gérer des équipes. Donc oui, il a une expertise juridique, il a une expertise d'avocat, mais il a un métier d'entrepreneur, de gestionnaire d'entreprise au quotidien. C'est deux casquettes différentes. Et donc avec sa casquette d'avocat, il était froid et analytique. Avec sa casquette de chef d'entreprise, il était chaleureux, il était bienveillant, il savait mener ses équipes. Il ne se mettait pas au milieu des équipes, il leur donnait de la liberté, il leur permettait d'avancer, de progresser. Dans mon langage, ça s'appelait avoir du leadership. Je suis totalement d'accord. Dans le sien, ça voulait dire être faible. Et donc en fait, ça a pris du temps pour lui faire réaliser qu'en fait, il avait une vraie force, qu'il avait une vraie capacité à pouvoir faire autre chose s'il en avait envie, que du jour au lendemain, il pouvait passer d'avocat à patron d'un think tank s'il voulait. Il pouvait aller faire du lobbying dans une organisation politique, ce que tu veux. Mais son boulot, son vrai boulot, c'était pas d'être analyste dans un sens juridique, c'était de gérer des gens, de faire du leadership. Et ça, c'est ressorti, c'était un vrai blind spot, c'était un vrai angle mort. La réalité, c'est que quand on a fini cette session et que je lui ai dit c'est quoi ce que tu veux retenir de la session d'aujourd'hui, il m'a dit faut que je change de boulot parce que ça fait des années que je travaille trop. Moi, j'ai été obligé de lui dire, tu sais quoi, si c'est ça ta conclusion, tu m'as payé trop cher pour la session d'aujourd'hui parce que c'est déjà ce que tu m'as dit le jour où tu m'as recruté. Le takeaway de la leçon d'aujourd'hui, c'est écrit sur la fenêtre, là, avec un énorme post-it, c'est que tu sais faire du leadership et que c'est ta force principale, mais tu t'en rends toujours pas compte.
La preuve, même dans le retour de la... Il n'avait Exactement. pas encore accepté et intégré. Il quoi. n'avait pas encore accepté. La fois d'après, par quoi on commence? Le leadership. Magnifique. Allez, on avance. Donc, il y a des très bonnes surprises. C'est pas un exercice qui est censé être douloureux. C'est un exercice qui est censé être bienveillant et constructif. Il faut juste le poser comme ça. Et quand on a des gens en face à nous qui n'ont pas de filtre et dont on a un peu l'impression qu'ils vont nous rentrer dedans, eh ben, il suffit de le dire. Je cherche pas à ce que tu me démolisses. Hein. Je cherche juste à avoir un avis constructif. Sois honnête, mais mets les formes, quoi. C'est le jeu. Exactement. Dis-moi que je suis un connard, mais dis-moi que je suis un connard qui peut-être a beaucoup de qualités. Un gentil connard, voilà, très bien. Mais non, mais c'est le jeu. Après, il y a d'autres outils. Il y a des outils de tests de comportement. Il y a des choses comme ça, mais tout seul, c'est trop compliqué, en fait. Ouais. Il faut le faire avec... Il faut que ce soit avec un coach. Il faut que ça soit avec une interaction qui permette de comprendre. Parce que le sujet, c'est pas juste de dire tiens, j'ai ce profil-là. Mais de savoir l'analyser. C'est de savoir l'analyser, de savoir le mettre dans un cadre, de savoir que ce profil-là réagit de telle manière par rapport aux autres, et de pouvoir dire, avec ce profil-là qui n'est pas une faiblesse mais une force, qu'est-ce que je fais? Et comment tu vas pouvoir t'adapter à tel profil, comment tu vas pouvoir réagir Exactement. à ça, et en tirer le meilleur parti. Parce que je prends l'exemple d'un métier, mais on va pas demander à quelqu'un du bâtiment d'aller coder un site internet. Ou un singe d'aller, ou plutôt un poisson d'aller monter dans un arbre, grimper un arbre. Donc forcément, à partir de là, on se doit de comprendre, mais de savoir comment l'exploiter. Et je pense que c'est là aussi où seul, on va avoir une première amorce de compréhension. Mais on va souvent s'arrêter, ok, c'est ça. Alors que c'est pas ok, c'est ça, c'est comment je peux l'exploiter, comment je peux aller en profondeur, comprendre, exploiter, devenir meilleur et grandir, puisque le fin mot, ça reste ça. Ça a un vrai impact, en fait, quand les boîtes commencent à grossir. Parce que les gens qui commencent, les entrepreneurs ont souvent un profil qui est très similaire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un profil très décisionnel. C'est un peu marche ou crève, en fait. On n'a pas le choix en tant qu'entrepreneur. Et surtout quand tu commences. Surtout quand tu commences, et puis après, parce que c'est toi qui as la casquette, c'est toi qui as les emprunts, c'est toi qui as les crédits, donc marche ou crève, quoi, littéralement. Par contre, quand on a toujours fonctionné en marche ou crève, en ayant la casquette et en ayant à tenir les bretelles, le pantalon, tout, et ben quand il faut mettre des gens comme Roger, dont on parlait tout à l'heure, en tant que responsable de ci ou responsable de ça, et ben il faut aussi apprendre à communiquer avec Roger. Sinon, Roger, il en a marre, il s'en va. Ses jambes à son cou. Donc, c'est très très pertinent quand on arrive à un stade où on a besoin de commencer à grossir, parce qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut se mettre au niveau de ces personnes-là. Et on entend souvent des gens qui nous disent ouais, j'ai recruté quelqu'un, mais c'était une brêle. Ah, j'ai recruté quelqu'un, mais il sait pas faire son boulot. Tu t'es posé la question une minute ou pas de savoir comment lui allait réagir quand tu parles comme ça? Maintenant, pourquoi? Bah voilà, commence par là. Parce que si tu n'adaptes pas ton propre comportement à la personne que tu viens de recruter, il ne sera pas à l'aise pour faire son boulot et ça ne marchera pas. Donc, quand on grossit, c'est indispensable de passer par ça. Et quand on commence, c'est important aussi parce que ça permet de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire. Les succès, les échecs dont on parlait tout à l'heure, moi, je fais cette analyse pour moi. Les premières boîtes que j'ai montées ont été des échecs. Parce que j'avais mon caractère et que mon caractère tout seul ne suffisait pas à faire ce qu'il fallait. Première boîte que j'ai montée, j'étais consultant. Donc, comme pour l'avocat, j'avais une expertise juridique dans le cadre de l'avocat. Mais par contre, j'étais pas bon en sales, en vente. Donc, dès que j'avais fini ma mission en tant qu'expert, il fallait aller vendre et je savais pas faire. Donc, j'avais un business qui était un job, en fait, mais qui n'était pas un business parce qu'il y avait pas de sales et il y avait peu d'organisation. Donc, tant qu'on gagne, ça va, mais pour le reste, ça valait rien du tout. Donc, faire ce genre de profilage dès le début permet de dire « Ok, mes forces, c'est ça et ça. Le reste, je ne sais pas faire. Est-ce que j'ai une chance tout seul ?» La réponse est souvent non. La réponse est souvent non. Donc, soit on considère que oui et on prend ses risques et on avance en ayant pris ses risques, soit on va chercher les autres. Et là, on peut se dire de quel genre de profil j'ai besoin en complémentaire, est-ce qu'on s'entend, comment ça va aller. On cherche des rejets. On cherche les rejets dont on a besoin autour de nous, oui, exactement. Donc c'est pertinent à tous les niveaux, c'est juste qu'il faut l'adapter.
J'aime beaucoup le Roger. Je me demande si je veux le mettre en titre. Il faut recruter Roger. Il faut recruter Roger. Recruter Roger pour scaler votre entreprise. C'est ça. Mais non, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ce sujet de maîtrise de soi, de compréhension de soi, il reste primordial. Et c'est là où le développement personnel fait office de levier, puisque ton scaling de ta société restera toujours, en tout cas, si tu veux pérenniser les choses et les rendre durables, sera toujours limité à ta personne et à ta capacité, toi, à être à qui tu es, en fait. Oui, et on a tous des croyances limitantes. Oui. C'est un terme barbare, hein, ça fait, on ne sait pas trop d'où il sort, ce terme-là, ça fait peur quand on en parle. Mais quand on parlait d'angles morts tout à l'heure, on a les angles morts et on a les croyances limitantes qui vont avec. C'est des plafonds de verre, quoi. C'est ça. On ne pense pas que c'est possible d'aller au-dessus. Donc, comme on pense ça, eh bien, on considère que ça n'est pas pour nous. Et alors qu'en fait, si on casse ce petit plafond de verre, en fait, il y a quelque chose après. Et encore quelque chose après. Et ainsi de suite. Et en fait, la question, c'est pourquoi pas. Ouais. On se dit souvent, non, mais ça, je ne saurais pas le faire. Pourquoi pas? Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi, ça a été la remarque que je me suis fait qui m'a plongé dans l'entrepreneuriat. C'est le fait de me dire, mais attends, en voyant des gens qui faisaient des choses pertinentes, qui avaient des bonnes réussites financières, un certain niveau de gains financiers, puisque là, c'était l'image que j'en avais à l'époque, je me suis dit, mais attends, mais j'ai rien de moins que lui, donc pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas moi? Voilà. C'est une réponse que j'avais sortie pendant des examens de droit pour me sortir d'une mauvaise passe. J'avais un prof qui m'avait posé une question X ou Y et je lui avais répondu pourquoi pas. Je pense que sur le moment, il a voulu me virer. Ce qui était presque légitime. Ce qui aurait été légitime. Et en fait, ça m'a donné les 15 secondes de réflexion dont j'avais besoin pour trouver ma réponse. Ça l'a fait sourire. Donc, le sourire fait que la moitié du boulot est gagné parce que c'est le côté audacieux qui fait qu'on montre qu'on a réfléchi un peu différemment. Et puis, ça ouvre en fait les chakras des gens qui t'écoutent. Parce que comme ils s'y attendent pas, si tu commences par pourquoi pas, ils se disent alors lui, il va me sortir quelque chose auquel je m'attendais pas. Ouais, carrément. Et quand on se pose la question à soi-même, effectivement, on arrive avec des réponses qui sont comme ça. Il y a des gens qui peuvent aider avec ça. Il y a des psys qui vont aider à réfléchir au passé et à quels sont les blocages qu'il y a eu. Il y a les sophrologues qui vont aider à prendre conscience. Après, je mets une nuance aussi, parce que c'est vrai que les psys, sophrologues, etc., c'est des gens qui sont extrêmement pertinents de par la compétence, mais nombreux sont ceux qui ne sont pas compétents avec eux-mêmes déjà et qui viennent accompagner sans avoir leur propre développement personnel qui est fait. Et ça, moi, ça me sidère. Tu vois, j'aime beaucoup avoir quelqu'un qui a du vécu et qui, lorsqu'il t'accompagne, même un psychologue, même lambda sur un domaine classique de peut-être la vie de famille, tu vois, un sujet ou un autre, mais qui vient avec son bagage et parce qu'il s'est développé, parce qu'il est aligné avec lui-même, il t'apporte une vraie réponse en fait. Pas quelque chose qui est là pour te dire que oui, non, en fait, c'est un complexe de Deep, voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que, en fait, de ma perspective, la meilleure solution que j'ai toujours trouvée à ça, c'était de passer par des gens avec lesquels mes potes sont déjà passés. Ouais, donc quelqu'un où on sait que il y a déjà l'expertise a été positif. reconnue. Ouais. Exactement. Il y a un retour positif. Je suis d'accord. Moi, ça m'est arrivé quand j'allais être papa. Bon, et c'est une étape qui est difficile. Il faut se mettre dans des nouvelles paires de pompes. C'est des responsabilités. Tous les jeunes papas connaissent, tous les vieux papas aussi. Et donc, j'avais eu besoin de pouvoir en discuter avec quelqu'un sans avoir l'impression de dire des bêtises. Donc, j'avais besoin de pouvoir en discuter avec quelqu'un sans avoir l'impression de dire des bêtises. Et je suis passé par quelqu'un qui était psy, mais qui se positionnait comme coach. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder ce qui se passait en arrière, il se positionnait en mode « qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir ?» Donc, il poussait à faire les choses. Et en fait, dès le début, il m'a dit, tu sais quoi, avec toi, ça va être très rapide parce que comme tu as déjà la casquette de coach, tu connais déjà tous les mécanismes. Donc, je vais juste te mettre les bonnes questions dans les mains et tu vas trouver les réponses tout de suite. Tu me donnes 2 heures, on a fini. Magnifique. On a fait ça en 2 fois 1 heure, 2 fois 45 minutes même, très rapide. Et je suis ressorti de là, j'avais résolu mes problèmes. Je ne serais pas allé le voir sans être passé par les avis de mes potes. Et en fait, en ayant parlé avec plusieurs potes après, on s'est rendu compte qu'on était tous passés par lui à différents moments. Et qu'on en était tous très contents. Oui, donc en fait, là, vous étiez tombé sur quelqu'un qui était réellement compétent. Ouais, mais dans un cercle assez local proche, qui fonctionnait.
Et donc, quand on a conscience, c'est pas facile, hein, et aller voir un psy, c'est pas une question d'être dingue, c'est pas une question d'être limité, donc il faut pas le voir comme ça. Mais c'est quand on a conscience du fait que tout seul, on a un plafond de verre et qu'on a quelque chose qu'on n'arrive pas trop à régler, eh ben, faut dire aux copains autour, tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider, il faut demander dans un réseau professionnel, faut poser la question. Et puis quelqu'un voilà, qui aura les compétences et qui aura été reconnu par le résultat qu'il aura aussi peut-être apporté. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est pas une question d'ouvrir l'annuaire, hein, ça c'est sûr. Ouais, exactement. Il y a énormément de sujets que j'ai envie d'aborder. Le temps passe, le temps file. On va devoir s'arrêter là pour cette fois. On refera une session ensemble, Antoine, Allez. parce qu'on a survolé plein de choses, mais on n'a fait que survoler. En tout cas, j'espère que ce contenu qui a été partagé avec Antoine vous plaît. S'il y a des éléments qui vous ont plu plus particulièrement que d'autres, mentionnez-les en commentaire. Pareil, l'inverse, s'il y a des éléments qui vous ont moins plu, dites-le nous. S'il y a des choses que vous aimeriez voir plus, dites-le nous. Quoi qu'il arrive, vous avez compris, c'est en commentaire. Aussi, likez évidemment, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Antoine, ça a été un plaisir. À la prochaine. Merci encore. De et même. puis, je te dis à très vite. Salut. Allez, ciao l'équipe.